tout à gauche, avec la barre, on a Vadim. Au centre, on a Étienne. Et à droite, on a Olympio. Donc, vous êtes vainqueur du challenge doctorant organisé par Agnès cette année, 2021. Donc, déjà, félicitations à vous. Et est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement, peut-être l'un après l'autre, dans l'ordre que vous voulez? Très bien. Et moi, je suis en deuxième année de thèse à Orsay, au LMO, laboratoire de mathématiques d'Orsay, sous la direction de Steve Oudot et François Petit, donc dans la même équipe que Olympio et Étienne, dans la DataShape, qui est l'équipe INRIA Orsay, et donc en analyse topologique de données. Donc, le but, c'est d'extraire de l'information géométrique et topologique de jeux de données complexes. Moi, je suis Étienne, donc pareil, doctorant à la fois au LMO à Orsay et puis dans l'équipe DataShape, sous la direction de Frédéric Chazal et Pascal Massard. Voilà, moi je me concentre un peu plus sur l'étude des graphes. Moi, je suis Olympio Akar, je suis en deuxième année de thèse au LMO à Orsay, et pareil, la même équipe. Je suis en thèse avec Gilles Blanchard et Clément Levrard. Et pareil, je m'intéresse à des problèmes d'analyse de données, analyse topologique de données et aux questions statistiques qui tournent autour. D'accord. Bon, c'est le fait qu'on soit dans la même équipe de recherche. En fait, on était tous les trois motivés pour participer et ça nous allait très bien de nous mettre ensemble comme ça, quoi. Ouais. On n'avait même jamais travaillé ensemble non plus d'ailleurs. Simplement, on a un canal de discussion dans l'équipe DataShape et les volontaires se sont agrégés naturellement pour ce challenge, quoi. C'était une bonne occasion de faire connaissance, ça, c'est clair. Ouais. Enfin, Vous discutez souvent de maths ensemble ou pas vraiment? Jusqu'à présent, pas vraiment, parce qu'il y a eu le Covid en fait, qui a rendu les choses assez compliquées. Mais ce matin, par exemple, on avait un séminaire où c'est Étienne qui donnait l'exposé. Et donc, il y a quand même eu des questions. Donc, en fait, hebdomadairement, il y a quand même des occasions de discuter de maths quand même. Ouais. Bon, alors est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu le challenge doctorant que vous avez fait et puis quelles sont les maths qui vous ont permis de gagner justement? Avec plaisir. Ouais. L'objectif du challenge, c'était de reconstruire la trajectoire de personnes à partir de leur détection vidéo. Donc, les données qu'on avait, c'était une vidéo, c'est une succession d'images, 24 par seconde en général. Et chacune des images contenait un certain nombre de détections. Où une détection, c'était la donnée de trois coordonnées, x, y dans le plan, et h, la hauteur de la détection. On avait ça aussi comme information. Et l'objectif, c'était de reconstruire une trajectoire par personne visible, une trajectoire étant une suite de points le long d'images successives. Et les principales difficultés qu'on avait, c'était déjà que toutes les détections ne correspondaient pas à des personnes. Ensuite, il y avait plusieurs détections pour une même personne et certaines détections étaient manquantes, c'est-à-dire qu'on avait une personne qui était détectée à une image, puis plus, puis de nouveau à l'image d'après. Donc, il fallait être capable de comprendre que deux images plus loin, en fait, c'était toujours la même personne qui était là et reconstruire la trajectoire qui correspondait à cette personne. Voici ce que ça donne sur un jeu de données. Donc, avant que je lance la vidéo, simplement, donc, les croix jaunes ici, comme on voit ici, sont les données qu'on a. On n'a pas les images. Les images, on les a mises en dessous pour qu'on puisse mesurer à quel point la reconstruction de trajectoire est fidèle à la réalité. Mais les données qu'on avait n'étaient que ces croix jaunes qui vont apparaître successivement sur chacune des images. Et les trajectoires vont être dessinées en couleur sur l'image. Donc, ce qu'on voit en haut et en bas, c'est la même chose, c'est ça? Oui. Oui, en bas, c'est... J'ai une carte des hauteurs en bas. Mais... C'est ce qui a servi à l'entreprise pour détecter les points. Et nous, le seul truc qu'on avait, c'était les points jaunes. Donc, en fait, on avait trois grandes phases pour reconstruire ces trajectoires. On a fait une première phase de pré-traitement pour nettoyer un peu tout ce qui était bruit. Il y avait souvent plusieurs détections par personne. Donc, on voulait ramener ça à un seul point par personne. Donc, voilà, un peu une première phase pour nettoyer les données. Et ensuite, le cœur de notre méthode, c'était d'utiliser du transport optimal en incluant le bord. C'est-à-dire que d'une image à l'autre, on essayait de faire un appariement entre les points de la première image vers les points de la seconde image. Mais on s'autorisait aussi à envoyer des points du bord vers une personne ou d'une personne vers le bord pour tenir compte de l'arrivée et de la sortie de certaines personnes, en fait.
Et ensuite, une fois qu'on avait cette trajectoire-là, on faisait une dernière étape de post-traitement pour nettoyer un petit peu ces trajectoires obtenues et avoir un résultat final un peu plus fidèle. La première phase, c'est le pré-traitement. Donc, comment est-ce qu'on passe de plein de détections avec beaucoup de bruit, des détections sur des poubelles, sur des barrières, etc., à on enlève toutes les détections aberrantes qui sont ici en blanc et on réduit le fait qu'il y ait plusieurs détections par personne à juste un point par personne pour pouvoir ensuite reconstruire les trajectoires. Sur cette image, j'ai entouré les personnes en rose pour qu'on les voit bien et on voit qu'il y a plusieurs croix jaunes par personne. Donc on fait déjà, bon, bref, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais ce qu'on fait globalement, c'est qu'on somme des fonctions sur chacune des personnes, des croix jaunes ici présentes, et on ne retient que les maxima locaux de la fonction obtenue, ce qui permet d'obtenir, comme vous le voyez, ils sont en noir ici, les maxima locaux, un point par personne visible. On en a oublié une qui n'arrive pas à créer son maximum. Mais à l'image d'après, elle va être détectée. Donc, on voit que ce n'est pas infaillible, mais à l'image d'après, elle va être détectée. Donc, ça va quand même plutôt bien marcher. Voilà, donc ça, c'est l'étape de pré-traitement. Et donc, oui, après, ça, c'était la partie transport optimal. Donc, on a les coordonnées des N personnes d'une image et puis les coordonnées des autres personnes sur l'image d'après. Et donc, on rentre ça dans une mesure qui encode chaque personne plus le bord. Et on se débrouille pour que les deux mesures, mu chapeau et nu chapeau, aient la même masse. Comme ça, on va pouvoir faire un transport optimal, enfin calculer un plan de transport entre ces deux mesures. Et ensuite, il faut déterminer un coût pour chaque transport élémentaire. Et c'est là-dessus un petit peu qu'on va jouer en fonction de nos données. Donc, une première idée, c'est de juste prendre la distance euclidienne au carré sur l'appariement, la distance entre le point de départ et le point d'arrivée sur l'appariement. Là, c'est un petit exemple joué. Si on a des personnes qui partent des points bleus vers les points rouges, ça, c'est la vérité. Nous, on n'observe que les personnes à l'intérieur du carré rouge. Et si on optimise pour trouver un plan de transport optimal, on trouve ces appariements-là qui sont fidèles au vrai déplacement. Et on voit qu'il y a des gens qui arrivent du bord ou qui sortent par le bord. Et puis ensuite, on a raffiné un petit peu. Pour le coup, on n'a pas juste pris la position en XY, mais on a rajouté une pénalité par la différence de hauteur pour éviter que qu'une personne grande soit envoyée sur une personne petite, par exemple, pour pénaliser un peu ça. Et puis ensuite, on avait un problème à régler qui était les personnes qui ne sont pas détectées sur une image alors qu'elles sont détectées avant et après. Et donc là, ça pose problème. Par exemple, ici, la personne qui est ici en haut à droite de l'image, elle est détectée à l'image 1 et à l'image 2, elle n'est plus détectée. On voit la croix, mais notre phase de pré-traitement a supprimé cette détection-là. Et du coup, la trajectoire bleue, elle a été envoyée sur le bord. Et ensuite, quand la personne réapparaît, ça fait des erreurs qui vont derrière se propager. Donc, c'est un problème. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié notre définition du transport optimal pour autoriser finalement une personne fictivement à rester sur place, une détection, on autorise les trajectoires à rester sur place si jamais c'est pas intéressant de les déplacer. Par exemple, si l'envoyer sur le bord, c'est trop coûteux, on la fait rester sur place et puis quand quelques frames plus tard, elle réapparaît, elle va pouvoir reprendre son cours et continuer la trajectoire. On est parti de l'a priori physique que les personnes ne peuvent pas parcourir une trop grande distance en un temps trop court, elles ne peuvent pas aller plus vite qu'une certaine vitesse maximum. Donc elles ne peuvent pas se téléporter. S'il y a quelqu'un au centre de l'image, c'est impossible qu'il soit apparié sur le bord. Et ça, on l'a effectivement pris ça en compte dans une étape de post-traitement, en fait, où si jamais, ce que dit cette formule, c'est que si on a une trajectoire qui s'arrête, si quelqu'un disparaît en plein milieu de l'image, puis que quelqu'un d'autre, une autre trajectoire réapparaît en plein milieu de l'image à côté, c'est que c'était vraisemblablement la même personne, en fait, dont la trajectoire
a été coupé en deux. Et donc l'idée, c'est de concaténer après ces deux trajectoires pour les reconstituer. Et ce qu'on avait après, c'est que si jamais on avait des trajectoires trop courtes, on les seuillait et on les éliminait. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce qu'on a fait en post-traitement. Ce sujet, il vous était proposé par quelle entreprise? L'entreprise Eurecam. D'accord. Est-ce que vous connaissiez déjà cette entreprise et voilà, comment s'est passé un peu les contacts avec l'entreprise avant et après le challenge? On ne connaissait pas cette entreprise, c'est une petite start-up qui est aux Ulysses. Eux, ils font du comptage de personnes, donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de trajectoire, en fait, c'est que ça leur permet de compter quand est-ce que les gens rentrent ou sortent d'une zone. Et on a découvert cette entreprise en participant au challenge proposé par la l'AMIES, en fait. Et pendant le challenge, ils étaient à notre disposition si jamais on avait des questions concernant le challenge, mais il n'y a pas eu tant de suite que ça, en fait. Non, mais la personne avec laquelle on a le plus échangé, c'est Sylvain Faure. C'est un chercheur à Orsay qui était dans le. Qui travaille avec eux, en fait, je pense, à l'occasion. Travaille avec eux, ouais. C'est assez éloigné en un certain sens de nos sujets de thèse. Après, on a notre brique de base pour construire notre méthode, c'était le transport optimal avec bord. Et ça, c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent en analyse topologique des données, hein, avec la distance bottleneck, et qui peut se voir comme un problème de transport avec bord. Donc ça, c'était un outil qu'on connaissait déjà par notre bagage dans ce domaine-là, on va dire. Et on a pu récupérer quelques codes qui nous ont bien débloqués au début. Ensuite, il a fallu améliorer un peu et voilà, faire quelque chose de spécifique. Du coup, quelle quantité d'images il y a à peu près dans un film? Entre 100 et 500, je dirais. Entre 100 et 500 images. Donc, ça veut dire que vous faites en fait 500 programmes d'optimisation pour calculer vos transports optimaux, c'est ça? Ouais. Et ça prend du temps ou ça peut être fait quasiment en temps réel? C'était fait en temps réel. Eux, ils font des systèmes embarqués en fait, donc je ne sais pas du tout si embarqué dans une caméra, ça pourrait être aussi rapide, mais sur nos ordinateurs, ça tourne très rapidement. Est-ce qu'il vous avait donné des contraintes pour le challenge ou non, il y a juste la question et... C'est ce qui était assez agréable d'ailleurs, on avait carte blanche. Ouais. La seule contrainte, c'était de ne pas utiliser les images. Oui. Et que les données de détection. Donc les croix jaunes. Je pense pour des raisons de sécurité et de vie privée, quoi. L'entreprise veut pouvoir faire ces détections et les reconstitutions de trajectoires sans utiliser de reconnaissance de visage ou une chose comme ça, quoi. Vraiment juste, eux, ils ont des capteurs 3D qui captent la hauteur des gens, ils les détectent via ça et ensuite ils oublient tout le reste pour faire la suite du traitement. Et je pense que de toute façon, une méthode qui utiliserait les images serait beaucoup trop coûteuse pour les boîtiers qu'ils utilisent. Ouais. Tout de suite, en fait, parce que les données étaient extrêmement bruitées, enfin beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait. Donc, en fait, on a tout de suite eu le problème qu'il fallait absolument pré-traiter les données. On avait déjà le problème, donc on avait réfléchi entre nous sur ce qu'on pourrait faire. On avait jeté des idées comme ça et on ne s'attendait pas à avoir des données aussi brutes. Ça nous a énormément aidé. Les reconstructions de trajectoires sont bien meilleures parce que cette phase de pré-traitement est là, alors que pourtant, elle n'est pas si innovante que ça, mais je ne sais pas, elle fonctionne bien. Donc, comme quoi, c'est quand même important de bien comprendre les données et de bien les avoir travaillées avant, même si ça paraît pas très compliqué, pour avoir de bons résultats, quoi. Exactement. Ouais. Ce qui a été sympa et la chose à laquelle on a été confronté et où on n'a pas l'habitude, c'est traiter des données réelles dans un but précis et vraiment pratique. Ouais, mais on va dire ça m'a donné plutôt une bonne image des missions je sais pas ce que c'est du consulting, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, mais plutôt une bonne image des missions de ce genre d'expertise en tant que chercheur, de fournir une expertise
Et l'entreprise, ça m'a donné plutôt une image positive de ça. Travailler tout seul dans notre thèse, et là, de travailler à trois, ça fait mesurer quand même à quel point est-ce que trois personnes sur un même problème, ça change radicalement la progression. Et au-delà de l'efficacité pure, c'est beaucoup plus agréable aussi. Et au-delà de l'efficacité, c'est beaucoup plus agréable. Motivant, c'est plus stimulant. Ce qui change aussi l'efficacité d'ailleurs.